Bonjour à tous et merci à Grignium de ce partenariat. Bien, donc pour aujourd'hui, nous avons deux conférences, celle de Philippe Stoup tout de suite, puis tout à l'heure celle de Christian Lévesque, et deux conférences qui s'attachent aux controverses, les regards différents portés sur les problèmes les plus brûlants de l'agriculture, de l'alimentation et de l'environnement. Philippe Stoup nous parle aujourd'hui de la sécurité sanitaire des aliments. Et Christian Lévesque, tout à l'heure, se consacrera aux questions de la biodiversité. Donc, c'est parfaitement l'émission de l'Académie d'essayer de comprendre ces controverses en voyant quels sont les éléments du débat et ensuite en pouvant en débattre. Voilà. Je passe la parole à notre secrétaire perpétuel, Constant Lecoeur. Merci, Madame la Présidente, chère Nadine. Bon, pour cette conférence, il faut d'abord se dire que nous aurions souhaité vous faire la séance complète puisqu'elle était initialement prévue ce jour avec deux intervenantes, l'une chercheur et l'autre à l'ANSES, une des adjointes de la direction de l'ANSES, mais grâce ou à la faute de la Covid-19, l'une et l'autre sont absolument reprises dans leurs activités d'urgence sur la Covid-19 et cette pandémie importante. Donc, on regrette, mais on a souhaité que cette séance puisse avoir lieu sous une forme qui est une conférence de l'un des intervenants, qui est Philippe Stoup, qui lui est davantage sur la recherche, comment utiliser les données, comment voir comment elles s'utilisent par rapport à ceux qui font l'évaluation, et notamment sanitaire. Donc, dans ce regard différent, quel débat entre recherche et évaluation. Et on remercie Philippe Stoup, qui lui aussi était très pris, a accepté de tenir cette conférence, bien que son plan de charge soit aussi très fort. Donc, merci à Philippe Stoup, qui est membre de l'Académie d'agriculture, d'une section 9, et à lui la parole pour présenter cette conférence. À tout à l'heure. Merci à vous. Voilà, effectivement, on s'est dit que ça valait quand même le coup de maintenir un peu cette conférence à la place de la séance plénière qui était prévue aujourd'hui. Ça va nous permettre du coup de bien préciser la problématique scientifique dans laquelle on souhaite se placer sur le sujet des controverses récurrentes concernant l'impact sanitaire des produits utilisés en agriculture et dans les aliments, et que du coup ça nous permettra de clarifier le débat de cette séance qui était prévue donc avec des membres de l'INRA et de l'ANSES, qu'on va reporter à une date ultérieure à définir dans le courant de l'automne prochain. Parce que voilà, effectivement, c'est un sujet qui reste de toute façon d'actualité permanente. Vous savez que l'agriculture est continuellement frappée par des controverses portant sur les dangers éventuels des produits utilisés en agriculture. Ça comprend bien entendu les pesticides. On a tous en tête les débats qui sont encore clos d'ailleurs actuellement sur le caractère cancérogène ou non du glyphosate, où là du coup le débat est parti d'un avis du CIRC, un centre de recherche qui divergeait fortement de l'appréciation des agences d'évaluation chargées de l'homologation des produits. Il y a également un débat en cours en ce moment également entre un collectif de chercheurs de l'INSERM essentiellement et de l'ANSES à propos des risques liés au fongicide SDHI, où certains chercheurs pensent qu'ils portent en germe peut-être de gros problèmes sanitaires futurs, alors que ces produits étaient considérés comme sans risque particulier par toutes les agences d'évaluation. On voit aussi souvent passer des publications qui alertent sur des effets sanitaires malencontreux, par exemple des aliments ultra transformés, ou inversement sur les effets positifs des aliments bio. Ce sont aussi des éléments qui vont dans le sens où certains chercheurs donc pensent que les additifs utilisés en alimentation ou les résidus de pesticides pourraient avoir des effets qui n'ont pas été détectés par les agences sanitaires. Donc tout ça, c'est des polémiques extrêmement techniques sur lesquelles le grand public a du mal à comprendre tous les enjeux, et du coup, quelque part, ça finit par alimenter globalement un certain discrédit des agences sanitaires qui sont en charge de l'application du principe de précaution.
Alors bien sûr, derrière tous ces sujets, il y a un peu des raisons purement médiatiques sur lesquelles on n'a pas beaucoup de prise, je dirais, en tant que scientifique. Hein, c'est clairement le genre de sujet qui permet de faire de l'audience et donc que les médias et encore plus les réseaux sociaux ont tendance à favoriser. Il y a aussi le fait qu'il y a certains scientifiques, il ne faut pas se le cacher, qui se sont saisis un peu de ces sujets pour se positionner en statut de lanceur d'alerte, peut-être de façon un peu exagérée. Mais derrière toutes ces polémiques, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même vraiment de vraies raisons scientifiques sur lesquelles il faut qu'on s'interroge et qu'on communique en tant que scientifique. Alors justement, sur ce sujet, c'est un sujet qui a été abordé l'année dernière par les parlementaires, puisqu'il y avait eu un rapport de l'OPEX, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, qui s'était consacré justement à la compréhension de cette espèce un peu de divorce entre l'opinion publique et les agences sanitaires, et qui avait publié un rapport, pour lequel d'ailleurs l'Académie a été auditionnée, sur le thème de retrouver le chemin de la confiance en fait, entre les agences et le grand public. Et c'est vrai que ce rapport a fourni un excellent travail sur l'analyse des raisons des doutes des citoyens par rapport et de leur incompréhension par rapport au raisonnement des scientifiques. Il a proposé dans ce sens des propositions d'amélioration tout à fait constructives pour le fonctionnement des agences. Par contre, il nous semble quand même que ce travail mérite encore d'être prolongé, et c'est le but de cette séance qu'on va programmer pour l'automne prochain, pour approfondir un peu ce qu'on appelle par point de vue des scientifiques. Parce que il nous semble que ce qui n'est pas encore perçu assez clairement, c'est qu'en fait, derrière ces débats, il y a clairement deux visions différentes des données scientifiques qui s'opposent sur une question d'interprétation à partir des mêmes données. D'une part, le point de vue de la recherche, d'autre part, le point de vue de l'expertise sanitaire. Donc, ce qu'on va essayer de voir ensemble, c'est pourquoi il est normal et légitime que des chercheurs et des experts des agences sanitaires aient des avis différents à partir des mêmes données. Et puis, il y a aussi un sujet sur lequel on souhaitait sensibiliser l'OPEX, c'est sur le fait aussi que ces débats, quelque part, sont un peu attisés par certaines imprécisions des textes réglementaires qui, en échouant à prendre en compte la complexité de l'évaluation, ont tendance involontairement à favoriser les polémiques, et on en verra un exemple frappant. Du coup, ce qu'on va voir dans un premier temps, c'est un peu des notions de base mais nécessaires pour bien comprendre les enjeux. D'une part, rappeler quelles sont les données scientifiques qui font l'objet de ces débats. Dans le cas de produits, on va prendre l'exemple des pesticides, puis c'est quand même celui qui revient le plus souvent, puis qui est le mieux cadré du point de vue réglementaire. On va voir un peu quelles sont les différences en fait entre les données fournies pour répondre aux exigences réglementaires par les industriels, et d'autre part, les données de recherche qui occasionnellement permettent de rouvrir un débat sur l'innocuité ou non de ces produits. On verra aussi quelques rappels ou peut-être quelques points nouveaux pour les personnes qui ont pas fait d'études scientifiques sur deux notions de base qui sont importantes en fait pour les implications d'évaluation des risques. D'une part, en matière de statistiques, la différence entre les risques de première et de deuxième espèce, qui sont vraiment au cœur des divergences de vues entre les scientifiques d'une part et les experts d'évaluation des risques d'autre part. Et puis les notions de danger et risque, où là, je pense que la compréhension est bien partagée de la même façon par les deux groupes de scientifiques, mais où par contre les textes réglementaires ont parfois péché à prendre en compte toutes les implications de la différenciation entre ces deux notions. Ça nous fera une première partie à l'issue de laquelle on prendra une première série de questions. Et ensuite, on pourra passer vraiment à la question de l'analyse des raisons des divergences de point de vue entre la recherche et l'évaluation sanitaire, avec trois points principaux. Le problème des tests multiples qui pose la question de la crédibilité individuelle de chaque publication, ce qui va nous amener aussi à nous interroger sur les questions de la crise de reproductibilité de la recherche, un phénomène qui est vraiment reconnu par les chercheurs et qui est particulièrement brûlant du coup en termes d'évaluation des risques sanitaires. Et puis enfin, on verra, pour terminer, un exemple des problèmes que peuvent induire des textes réglementaires trop imprécis, je dirais, par rapport à la complexité des questions scientifiques, avec l'exemple d'un texte réglementaire européen qui pose clairement un problème d'interprétation actuellement. Ce qui nous permettra du coup de récapituler tout ça à la fin et de prendre une deuxième série de questions. Déjà, en ce qui concerne donc les données qui font l'objet de débats, il faut se rappeler que en fait, pour les produits dont on parle, bon, une fois que je prends l'exemple des pesticides, parce que c'est le plus encadré, il y a vraiment deux temps dans l'évaluation des risques scientifiques, des risques sanitaires liés à ces produits.
sont des produits soumis à homologation. Donc en fait, les industriels qui souhaitent commercialiser un produit doivent déposer un dossier très fourni pour démontrer que leur produit ne présente pas de risque pour la santé. C'est tout simplement l'application du principe de précaution. Et pour ça, donc, ils doivent fournir toute une série d'expérimentations destinées à vérifier que leur produit n'a pas d'effet indésirable sur la santé, à la fois des futurs utilisateurs, mais aussi des consommateurs, puisque les pesticides sont des produits dont les résidus vont être occasionnellement consommés par les consommateurs. Et donc, pour ça, ils vont fournir des données qu'ils ont générées eux-mêmes, enfin soit eux-mêmes, soit des sous-traitants, mais qui sont conformes à une formalisation de dossier, des protocoles expérimentaux qui sont définis par les agences sanitaires et qui donc sont strictement définis par eux et sur lesquels ils n'ont pas de prise, ils doivent répondre forcément aux informations qu'on leur demande. Ça, c'est donc le premier temps. Si ce dossier est concluant, le produit va être autorisé et à partir de là, il va se trouver suivi par tous les dispositifs qui sont mis en place pour vérifier après la diffusion d'un produit ce qu'on appelle la toxicovigilance. On va s'assurer que les agriculteurs qui les utilisent n'ont pas de problème de santé particulier. On va vérifier aussi que les consommateurs qui les consomment, qui indirectement peuvent être exposés à des résidus de pesticides par l'alimentation, n'ont pas de troubles particuliers liés à ça. Et donc ça, c'est une deuxième étape du travail qui est beaucoup moins formalisée, mais qui va être réalisée en fait par la recherche publique, tout ce travail de suivi des effets indésirables des produits qui sont autorisés. C'est des travaux qui sont menés par des unités de recherche publiques spécialisées là-dedans, et ça rentre dans le cadre classique des travaux de recherche. Ce sont les chercheurs qui définissent leur programme de recherche, qui définissent les protocoles expérimentaux liés aux questions qu'ils veulent étudier, et qui vont publier les résultats dans les revues scientifiques. Au niveau aussi des outils, je dirais, techniques et scientifiques utilisés, il y a forcément une différence entre ces deux stades. Au niveau de l'homologation, on a un stade où forcément on a uniquement des expérimentations toxicologiques faites sur des animaux ou des cultures de cellules in vitro. Quand on passe après au suivi post-mise en marché, il peut y avoir dans certains cas des études toxicologiques alternatives mises en place par des chercheurs, mais dans ce cas-là, ça ne va pas être des études identiques à celles faites au niveau de l'homologation. Ça, a priori, il n'y a pas d'intérêt particulier à le faire. Ce que font les chercheurs qui travaillent sur ces sujets, c'est de travailler sur des protocoles expérimentaux différents de ceux appliqués pour l'homologation, pour s'assurer justement que l'homologation permet bien de contrôler tous les risques sanitaires réels. Et puis il y a un élément aussi complètement nouveau qui est celui des études épidémiologiques qui peuvent être faites maintenant que le produit est diffusé sur les personnes exposées. C'est par exemple les enquêtes sur la santé des agriculteurs qui vont permettre de vérifier si les agriculteurs utilisateurs de pesticides ne sont pas exposés à des maladies que la population générale n'a pas. En ce qui concerne du coup là aussi le contrôle de la qualité scientifique de ces travaux, c'est aussi deux mondes complètement différents pour des raisons évidentes. L'expérimentation réglementée pour l'autorisation de mise en marché est très encadrée. Il y a d'une part par la définition des protocoles, des lignes directrices qui sont fixées par les agences sanitaires, mais aussi coordonnées au niveau international par des lignes directrices fixées par l'OCDE. L'OCDE, parce que quelque part, ces expérimentations interviennent aussi, c'est contrôlé aussi pour les aspects commerciaux qui peuvent venir derrière, puisqu'il faut s'assurer que les procédures d'autorisation de produits ne sont pas des prétextes, ne sont pas utilisées pour des raisons détournées, de protectionnisme, pour interdire l'entrée de certains produits étrangers. Mais de toute façon, clairement, c'est des lignes reconnues sur la qualité des protocoles expérimentaux d'évaluation des produits. Ça, c'est donc les lignes directrices pour la définition des données demandées et pour s'assurer que la réalisation des expérimentations par les firmes ou leurs sous-traitants est correcte. Il y a des certifications qui sont exigées, et en particulier la plus importante, c'est la certification bonne pratique de laboratoire, qui va permettre, qui est demandée aux laboratoires qui fournissent les données d'homologation pour s'assurer qu'ils emploient les meilleures méthodes scientifiques et techniques pour la réalisation de leurs travaux, et aussi qu'ils ont une traçabilité de leurs travaux suffisamment claire pour être sûr qu'ils n'ont pas cherché à faire disparaître des résultats gênants. Donc, à l'amont, une procédure très encadrée. À l'aval, surtout les travaux de suivi des effets indésirables après homologation, dans le cadre de la recherche. Donc c'est un cadre d'évaluation beaucoup plus informel, ce qui ne veut pas dire qu'il est moins efficace. Là, on est dans le cadre de l'évaluation scientifique classique des publications scientifiques, où donc le juge de paix, c'est le contrôle par les pairs, c'est-à-dire que les travaux sont publiés dans des revues où des experts du domaine considéré
évalue la publication et disent s'il estime conforme aux bonnes pratiques scientifiques. Et c'est donc ce contrôle par les pairs qui va assurer la validité des résultats qui sont publiés. Et du coup, quand on va faire la synthèse de tout ça, cette synthèse elle est faite dans un premier temps par les organismes de recherche publics qui génèrent ces données nouvelles. Il peut y avoir des monographies, c'est ce que fait par exemple le CIRC, le Centre international de recherche contre le cancer, qui avait classé le glyphosate comme cancérigène. Il a fait ça à partir d'une synthèse détaillée des publications scientifiques publiques disponibles sur le glyphosate. De la même façon, l'INSERM aussi a fait une expertise collective en 2013 très détaillée sur les effets sanitaires des pesticides. Donc tout ça, c'est des travaux qui sont réalisés à la base par la recherche publique à partir des publications élémentaires de chaque chercheur. Les agences publiques d'évaluation sanitaire aussi émettent des avis, actualisent leurs avis sur les produits dans le courant de leur vie, je dirais, commerciale. Mais c'est basé essentiellement sur les éléments nouveaux apportés par la recherche. Il se trouve aussi qu'effectivement, il y a souvent un peu des fantasmes là-dessus. Les agences, bien entendu, ont aussi en stock toutes les données réglementaires qui ont été fournies pour l'autorisation et qui sont confidentielles, dont elles sont seules à disposer. Mais en fait, ce n'est pas vraiment ces données-là qui font débat, puisqu'en pratique, sur tous les sujets qu'on a évoqués, les éléments qui portent à débat, c'est bien les données publiques de recherche qui semblent identifier des risques qui n'avaient pas été identifiés par l'homologation. Donc en pratique, on voit qu'il y a un cadre qui est clair avec une synthèse entre deux types de données très différents. Ce sur quoi on voulait déjà attirer l'attention dans un premier temps, c'est qu'il y a souvent un peu aussi des interprétations un peu simplistes par rapport aux différences de données dont disposent les agences d'une part et les chercheurs d'autre part. C'est vrai que les agences disposent d'une masse de données fournies par les industriels qui sont confidentielles pour des raisons de protection du secret industriel. Mais concrètement, ce n'est pas ces données-là qui posent problème. Dans tous les débats qu'on évoquait précédemment, il n'y a jamais eu des chercheurs qui ont réalisé l'expérimentation du même type que celle de l'homologation et qui sont arrivés à des résultats différents. Si leurs résultats soulèvent des questions nouvelles, c'est bien parce qu'ils ont une approche différente de celle des dossiers d'homologation qui pourrait conduire à remettre en cause l'évaluation faite par les chercheurs. Mais donc, ce qui fait débat, c'est donc bien ces données nouvelles qui sont publiques à tout le monde, qui ne posent donc aucun problème de transparence de décision des agences, contrairement à ce qu'on laisse souvent entendre dans la presse. On va en venir maintenant deuxième petit rappel, on va en venir un peu sur les bancs de la fac, de la fac plus que du lycée. C'était même un peu dommage d'ailleurs parce que je pensais vraiment le type de notion qui serait bon maintenant que les lycéens, je dirais au moins au baccalauréat, apprennent pour mieux comprendre les enjeux scientifiques. Il y a une première notion qui est importante à retenir là-dedans, c'est les notions de risque de première et de deuxième espèce quand on évalue des publications scientifiques. Toutes ces publications, c'est sur des domaines de la biologie, où donc c'est qu'avec la variabilité du vivant, on ne peut jamais être sûr à 100% d'un résultat. Il est toujours possible que si on observe par exemple 5% de tumeurs en plus chez des rats exposés à un produit par rapport à ceux qui n'ont pas été exposés, on ne peut jamais être sûr à 100% que c'est bien dû au produit et que ce n'est pas une variation aléatoire qu'on aurait pu obtenir en comparant deux populations de rats non exposés. C'est tout le but de l'analyse statistique. En fait, quand on parle d'analyse statistique des résultats d'une expérimentation biologique, c'est simplement en fait déterminer la probabilité pour que le résultat qu'on a obtenu, les différences qu'on a obtenues entre la population exposée et la population non exposée, soient dues au hasard. Et du coup, ça veut dire qu'il va falloir qu'on se fixe un seuil arbitraire pour dire, à partir de telle probabilité, le résultat est, on dit, statistiquement significatif, c'est-à-dire qu'on va le considérer comme fiable. Donc pour ça, le seuil le plus fréquent qu'on retient, c'est donc le seuil de 5%, ce qu'on appelle le risque de première espèce. Si on se fixe, comme c'est le cas le plus courant, un risque de première espèce de 5%, ça veut dire que vu la différence qu'on a observée entre population traitée et non traitée, il n'y a que 5% de chances que cette différence soit simplement due au hasard. Ça, c'est donc le risque de première espèce. Il a une contrepartie derrière, c'est qu'à partir du moment où on s'est fixé un risque de première espèce, et si on se le fixe en particulier à un niveau particulièrement bas, on va faire augmenter le risque inverse, qui est de considérer comme non significatif un effet sanitaire qui est faible, mais qui existe réellement.
Et bien entendu, on comprend bien que finalement, il n'y a pas... Donc, quand on se fixe le risque alpha, on fixe du même coup le risque bêta, et il n'y a pas qui varie en sens inverse. Et du coup, il n'y a pas forcément de bon équilibre, a priori, pour toute question entre alpha et bêta. Si on est pour une agence d'évaluation sanitaire, dont le but c'est de vérifier si un produit qui est soumis par un industriel n'a aucun effet sur la santé, ce qui va être important, c'est de minimiser le risque bêta, c'est-à-dire de considérer par erreur que le produit est inoffensif, alors qu'en fait il a un effet faible et qu'on retrouve régulièrement chez les personnes exposées. Donc pour les agences, l'essentiel c'est de minimiser ce risque bêta. Pour les chercheurs, le problème est plutôt inverse. Un chercheur va va émettre une hypothèse originale. Son travail, c'est de créer des connaissances nouvelles, c'est d'émettre des hypothèses nouvelles qui n'ont pas encore été, des théories nouvelles qui n'ont pas encore été démontrées. Et pour ça, ce qui va être important pour lui, pour l'expérimentation, c'est de minimiser le risque alpha, c'est-à-dire qu'en fait, l'effet qu'il a observé ne soit pas dû au facteur qu'il soupçonne. Donc du coup, pour un même sujet, en fait, les chercheurs ont tendance à privilégier le risque alpha et les agences le risque bêta, et du coup, ça influe forcément sur la façon de construire le protocole expérimental le mieux adapté aux questions qu'ils se posent. Du coup, en pratique, ce que ça veut dire, c'est que pour les expérimentations destinées à l'homologation, donc pour les agences sanitaires, on va privilégier des protocoles qui répondent à une question simple et standardisée. Pourquoi simple? On va le voir après, c'est qu'il faut qu'un protocole ne réponde qu'à une question si on veut éviter les problèmes qu'on verra après de tests multiples. Il faut aussi que, du coup, minimiser le risque de deuxième espèce. Et pour ça, donc on va se fixer des normes sur le nombre d'animaux, par exemple, c'est une expérimentation sur l'animal qu'on va réaliser, sur le nombre d'animaux qu'on va utiliser, le nombre minimal, sur la durée d'exposition. Et puis, si on trouve des résultats un peu aberrants, ce qui arrive forcément du fait de la variabilité du vivant, du coup, si on voit un résultat qui diverge vraiment trop des autres, le plus simple, ça sera de répéter l'expérience, d'où l'intérêt d'avoir des protocoles simples et standardisés. En recherche, on a une attitude complètement opposée, en fait. Un protocole de recherche, c'est pas du tout un protocole standardisé, c'est un protocole qui est construit par le chercheur en fonction de la question de recherche qu'il s'est posée, qui doit donc être vraiment optimisé à la question qu'il s'est posée lui, et qui est par définition nouvelle. Du coup, ce qu'il va devoir minimiser, c'est le risque de première espèce, et le protocole va être construit pour ça, en essayant d'éliminer tous les facteurs qui pourraient entraîner des confusions avec l'effet du facteur que le chercheur soupçonne. Et si j'avais des résultats un peu incertains, la démarche spontanée des chercheurs, ça va pas être de refaire la même expérience à l'identique, ça va être d'appliquer un nouveau protocole qui va être concentré sur l'élimination des doutes qui restent suite à la première expérience, mais pas de refaire exactement la même. Et on va voir du coup les conséquences que ça a sur l'utilisabilité, la crédibilité des publications qui sont disponibles pour les agences sanitaires. Une deuxième notion importante à retenir, c'est la différence entre danger et risque. Là-dessus, il y a un consensus parfait entre les agences et les chercheurs, c'est une notion parfaitement claire. Par contre, le législateur ne peut pas forcément toujours peser un peu les conséquences et les différences entre les deux. En fait, quand on évalue les risques, c'est ça ce qu'on fait le plus souvent, il y a deux étapes différentes. Déjà, vérifier si la substance qu'on étudie a un danger, c'est-à-dire si elle est capable d'avoir un effet néfaste sur la santé, quelle que soit la dose à laquelle cet effet se manifeste. Ça, c'est la première étape. En fait, on sait bien, hein, comme le disait Paracelse, que c'est la dose qui fait le poison. Pratiquement, n'importe quel produit chimique et même produit naturel peut devenir toxique à partir d'une certaine dose. Donc le danger en soi n'est pas une information très, très importante. C'est plus important surtout, c'est le risque, c'est-à-dire de savoir si aux doses, aux concentrations auxquelles l'utilisateur ou le consommateur peut être exposé, savoir si cet agent peut provoquer effectivement des troubles de santé. Donc là, du coup, ça nous entraîne dans des travaux plus complexes. Il va falloir déterminer quelle est l'exposition des populations concernées aux produits qu'on va ou non autoriser. Ça concerne une fois encore pour l'agriculture, ça concerne aussi bien les utilisateurs, soit les agriculteurs, que les consommateurs. Ça va nécessiter d'établir des courbes de relation dose-effet pour le produit étudié. Et du coup, on va autoriser, en l'occurrence par exemple un pesticide, si on constate que la dose d'exposition à laquelle les consommateurs peuvent éventuellement être exposés est très inférieure aux doses à partir desquelles on observe un effet sur la santé. Ça, c'est le cadre le plus courant, donc l'autorisation d'un produit est conditionnée à la démonstration de l'absence de risque. Mais il y a eu récemment une exception
en ce qui concerne les pesticides, pour lesquels, pour certains critères, le danger de cancérogénèse et le danger de perturbation endocrinienne, on considère que la simple démonstration d'un danger est un critère suffisant pour interdire. Et du coup, on va voir à la fin quel problème réglementaire ça pose du fait un peu du flou qu'il y a dans les textes sur ce contexte réglementaire nouveau. Juste pour donner un exemple tout simple de ces problèmes, pour montrer que le danger et le risque ne sont pas des notions identiques. Si on prend l'exemple des météorites, il y a un danger très fort, si on en prend une sur la tête, on est mort. En même temps, l'exposition, c'est-à-dire la probabilité d'en recevoir une est tellement faible que jusqu'à présent, on n'a pas jugé utile de prendre une réglementation pour se protéger des météorites. Le problème se pose de façon un peu moins caricaturale, mais quand même tout à fait concrète. Pour toute substance chimique, il faut vérifier, en général pour son interdiction, vérifier si vraiment le risque est suffisant pour justifier des mesures de protection contre cette substance. Tout ça, ça a une conséquence aussi, comme on l'a vu donc, sur le niveau de preuve attendu, c'est que si on veut caractériser un danger, c'est relativement simple, il suffit d'avoir une démonstration d'un danger à une dose précise. Si on veut évaluer un risque, là forcément il y a une procédure beaucoup plus longue avec des expérimentations multiples qui vont permettre naturellement de s'assurer de la cohérence des données qu'on a obtenues et qui font que donc l'évaluation d'un risque est par essence plus robuste que la simple identification d'un danger. Et c'est ça qui va nous poser les problèmes réglementaires qu'on verra par la suite. Du coup, avant de passer à la deuxième partie, je proposais de prendre quelques questions, si on en a reçu. Oui, merci Philippe, c'est vraiment très, très clair, même pour les non-initiés. Et on a bien vu, à partir de ces risques 1 et 2, combien les interprétations peuvent être différentes, et on a compris la source des controverses. Alors, Bernard Ambollet a posé tout de suite une question un peu technique. Je lis sa question. Tu as dit que les risques alpha et bêta sont liés entre eux. Peux-tu rappeler le lien mathématique qui lie ces deux risques? Alors, oui, c'est ma question. Il n'y a pas de lien mathématique qu'on puisse caractériser immédiatement. Simplement, si je reviens sur l'exemple de nos rats sur lesquels on aurait observé un excès de 5% de tumeurs chez les rats exposés. Si on se fixe un risque alpha, donc le risque de première espèce faible, il faudra une différence très forte entre la population exposée et non exposée pour affirmer que ce produit provoque un effet sur la santé. Donc dans ce cas-là, on va peut-être considérer que 5%, c'est pas suffisant pour un résultat significatif. Si on se fixe un risque comme ça, un risque alpha faible, on est vraiment parfaitement sûr qu'on obtiendra le même résultat sur notre expérimentation. Mais par contre, c'est peut-être dommage de considérer qu'un risque de 5% est négligeable. En fait, ce qui se passe, c'est que si on augmente le risque alpha, forcément le résultat est scientifiquement plus sûr, il devient plus. On est vraiment sûr que si on répète l'expérimentation, on va obtenir également un résultat significatif dans le même sens. Par contre, le danger, c'est que quelque part, ça fait baisser la sensibilité de l'expérimentation qu'on a réalisée, et du coup, on va considérer comme non significatif des écarts de nombre de tumeurs qui sont quand même assez importants. Et donc, du coup, on risque de perdre la perception de signaux faibles, de toxicité, dont l'OPEX, par exemple, a rappelé l'importance. C'est pour ça qu'il faut être très vigilant sur l'équilibre. Alors, la relation mathématique entre les deux, elle va dépendre en fait de la distribution statistique des cas pour la variable qu'on étudie. Donc, c'est hyper complexe et ça ne peut pas être connu a priori. Mais simplement, c'est un principe général. Il faut se dire que si on diminue le risque de première espèce, on diminue forcément la sensibilité du test qu'on réalise. La seule façon d'augmenter les deux, c'est d'augmenter énormément la taille de la population qu'on étudie, mais ça, on se heurte très vite après à des problèmes de coût, d'expérimentation qui se posent. Il y a une autre question de Jean-Michel Val. Comment prendre en compte l'incertitude sur les expérimentations dans le dossier d'homologation? Ça, justement, c'est défini en fait par les lignes directrices sur l'expérimentation. Pour chaque variable qu'on étudie, par exemple du coup, le nombre de tumeurs induites par une exposition à un produit cancérigène, on va définir le nombre de rats qu'il faut pour avoir des résultats significatifs, la durée d'exposition.
C'est ce qui a fait l'objet de débat, par exemple, au sujet de l'expérimentation de Villeric Serralini sur l'effet des OGM, où il estimait qu'il fallait des expérimentations plus longues que celles qu'on fait actuellement pour l'homologation pour mettre en lieu un effet cancérigène. La question était scientifiquement valable. Bon, le protocole qu'il a mis en place pour ça ne l'était pas, mais c'est vrai que c'était un exemple des questions qui peuvent se poser. En fait, le but de ces lignes directrices, c'est bien de définir justement la taille de la population qu'on étudie et l'intensité, la durée d'exposition qui est nécessaire pour obtenir des tests sensibles, c'est-à-dire qui permettent de détecter de faibles effets sanitaires sans les laisser échapper. Il y a une dernière question pour le moment, parce que je crois qu'il va falloir reprendre. C'est André Fougeroux nous demande « L'acceptation d'un risque est variable selon les individus, d'où des problèmes d'incompréhension. Pour la Covid, l'acceptation des risques varie beaucoup. » Mais alors, c'est vrai que c'est toute la difficulté à laquelle se trouvent confrontées les agences, c'est que quelque part, il faut accepter qu'on ne peut pas détecter des risques pour la santé faibles, extrêmement faibles, et la perception qu'on en a forcément n'est pas évidente. C'est toute la difficulté d'ailleurs, et c'est ce qui justifie d'ailleurs tous les suivis de post-homologation, aussi bien pour les pesticides que pour les médicaments par exemple. Forcément, quand on autorise un produit, on a des expérimentations qui sont faites sur un nombre réduit d'individus qui du coup ont une sensibilité, c'est-à-dire un risque de deuxième espèce qui fait qu'on a une sensibilité, on est sensible qu'à des effets relativement importants, des effets sanitaires relativement importants. Quand on va lâcher ce produit qui va être diffusé, commercialisé auprès de milliers, voire de millions de personnes, c'est là qu'on risque de voir apparaître du coup, des effets sanitaires qu'on n'avait pas pu détecter pendant l'homologation. Mais ça malheureusement, justement, c'est un effet constitutif des questions de puissance statistique. C'est bien ce qui justifie qu'effectivement, il soit nécessaire d'avoir des dispositifs de suivi après autorisation pour pouvoir échapper aux phénomènes trop rares pour être détectés par les expérimentations réglementées en autorisation de mise en marché, mais qui pourraient apparaître après quand le produit va être utilisé par des milliers ou des centaines de milliers de personnes. Mais avec toutes les difficultés qu'on va rencontrer, c'est que du coup forcément ces nouvelles expérimentations réalisées après homologation, c'est avec des méthodes complètement différentes, des méthodes initiales, et qui vont être difficiles à comparer. Bien. Merci. Je crois que le mieux, c'est que vous continuiez et que nous reprenions des questions à la fin maintenant. Parfait. Du coup, je repars. Donc on va voir maintenant du coup un peu les conséquences de ces notions théoriques qu'on a vues sur l'évaluation des risques. Alors, le premier point que je voulais aborder, c'est le problème statistique des tests multiples. C'est un peu la formulation officielle en termes statistiques. C'est pourtant que plus parlant si on prend l'exemple qu'on a imaginé ici d'un astrologue qui voudrait se mêler de faire de la statistique. On a vu qu'en fait, dans une publication scientifique, on se fixe arbitrairement un risque, le plus souvent un risque de 5%, de considérer qu'une différence entre deux populations, exposées et non exposées, est significative ou non. Maintenant, imaginons un astrologue qui s'est persuadé que le signe astrologique du cancer, s'il s'appelle comme ça, c'est parce qu'il est lié au risque de cancer. S'il s'amuse à faire une étude épidémiologique, est-ce qu'il risque de trouver un résultat significatif? Alors, la première réponse serait de dire que non, parce que en tant que scientifique, on a tendance à penser que le cancer, le signe astrologique n'a pas d'effet sur la santé. Mais en fait, finalement, quand on y réfléchit, la réponse à cette question, elle dépend de la façon dont il va se la poser. Parce que si notre astrologue, il regarde simplement, il fait une étude sur les personnes de signe astrologique du cancer, qui compare le reste de la population, et qui compare l'incidence du cancer dans les deux populations. S'il fait ça de façon générale pour tous les cancers confondus, là, effectivement, il va faire un seul test statistique, et la probabilité qu'il obtienne un résultat significatif, elle est seulement de 5%. Jusque-là, tout va bien. Maintenant, s'il est un peu plus curieux ou attentif, et qu'il fait cette étude pour 20 types de cancers différents, 20 localisations de cancers différents, là, du coup, il va faire 20 comparaisons statistiques entre les personnes de signe cancer et les autres, et là, un petit calcul de probabilité élémentaire nous apprend que la probabilité qu'il ait au moins un résultat significatif, elle est de 1 à moins 0,95 à la puissance 20, c'est-à-dire qu'il a à peu près 2 chances sur 3 de trouver une différence significative pour au moins un cancer
entre les personnes de signe cancer et les autres. Alors, bien entendu, bon, c'est un peu léger comme preuve pour démontrer l'effet du signe astrologique sur la santé. On voit bien que du coup ça pose une question évidente, c'est qu'en fait, quand on est sur une étude complexe, et c'est le cas de toutes les études qui sont citées sur ces sujets, si on a réalisé beaucoup de tests statistiques, on a en moyenne 5%, donc un résultat sur 20, qui est faussement significatif dans toutes ces données. Et donc en fait, quand on s'intéresse à une publication complexe, ce qui une fois encore est le cas de toutes les études épidémiologiques ou toxicologiques dont on parle, la question c'est pas vraiment de savoir si on a des résultats significatifs ou non, c'est de savoir si on a un excès de résultats significatifs, c'est-à-dire donc plus de 5% de résultats significatifs, ou plus de 1% de résultats hautement significatifs. C'est le deuxième niveau qu'on considère comme, en général comme le top de la certitude en matière scientifique. Alors, ça peut paraître un peu troublant, parce qu'on peut se dire, finalement, ça sert à quoi de faire des tests statistiques si on n'est pas sûr qu'ils sont vraiment significatifs? En fait, bien entendu, les statisticiens se sont posé la question, et ils ont mis au point des tests complémentaires pour justement traiter cette problématique des tests multiples, c'est-à-dire quand on a réalisé beaucoup de tests statistiques sur un même sujet, vérifier si on a vraiment un excès de résultats significatifs. Alors bon, j'ai traduit quelques exemples là, de tests de ce type. Il y a le test de Bonferroni qui est le plus simple et le plus classique, peut-être un peu trop restrictif. Il y a toute une famille de procédures statistiques qu'on appelle les procédures FDR, pour False Discovery Rate, qui permettent donc de vérifier si dans une batterie de tests, on a effectivement un excès de résultats significatifs. Bon, c'est peut-être des noms qui vous disent pas grand-chose, et franchement, c'est pas trop étonnant, parce que c'est des tests finalement qu'on trouve très rarement pratiqués dans les publications scientifiques, beaucoup moins qu'il le faudrait. Et même ce qui est encore plus étonnant, c'est que même quand ils le sont, c'est pas toujours très bien exploité. Il y a eu un exemple assez récent, il y a 2 ans à peu près, une publication assez médiatisée, qui disait avoir identifié une association significative entre l'exposition des produits soupçonnés d'être perturbateurs endocriniens, in utero, et des troubles de comportement des garçons dont la mère avait été exposée. Donc c'était quand même une alerte assez sérieuse, hein, puisqu'ils trouvaient parmi 3 produits suspectés d'être perturbateurs endocriniens, des liens significatifs avec différents troubles du comportement. En soi, c'est une alerte qui mérite d'être publiée, mais quand on regarde le détail de la publication, qu'est-ce qu'on voit? Il y avait 13 produits étudiés, 7 indicateurs du comportement, donc au total 91 combinaisons. Et si on faisait le bilan des relations significatives trouvées, on avait 5,22% de résultats significatifs à 5%, 9,89% de résultats significatifs à 10%, c'est-à-dire qu'en clair, on aurait obtenu exactement les mêmes résultats si on avait cherché des liens entre le signe astrologique des garçons et les troubles du comportement. Alors, ça ne veut pas dire forcément qu'il n'y a rien à retenir de cette publication, surtout qu'en plus, là, les chercheurs, en l'occurrence, avaient eu le mérite de faire un test FDR, hein, c'est quand même relativement rare. Il y avait une petite phrase un peu sibylline dans les résultats qui mentionnait que la probabilité critique du test est de 0,42%. En clair, ça veut dire que les résultats avaient que 42% de chances d'être réellement significatifs. Bon, une fois encore, ça ne veut pas dire que ce résultat ne mérite pas d'être publié, il faut qu'il le soit pour qu'il puisse être éventuellement vérifié ou confirmé ou infirmé par d'autres études. Après, voilà, ce qui est un peu gênant, c'est la façon dont c'est présenté, puisque le test FDR n'est pas mentionné, bien entendu, dans le titre ni dans le résumé de la publication. Quand ça passe après au service de presse de l'INSERM, bien sûr, on reste relativement prudent dans le discours, on parle simplement d'association entre exposition perturbateurs endocriniens et troubles du comportement, on ne parle pas de causalité. Bien entendu, après, quand ça parle dans la presse, les journaux, puis, en l'occurrence, ils sont parfaitement excusables. Eux, ils partent vraiment sur l'interprétation selon laquelle on a démontré un effet des perturbateurs endocriniens sur le comportement des petits garçons. Les plus prudents mettront ça au conditionnel, mais quand même, l'idée qui sera passée dans l'esprit des gens, c'est bien qu'on a démontré un effet perturbateur endocrinien pour les garçons, alors qu'en fait, on l'a vu, la leçon réelle de cette publication, c'est qu'il y a 58% de chances qu'un des perturbateurs endocriniens cités ait eu un effet sur le comportement des garçons. Donc, effectivement, c'est un peu plus qu'à pile ou face, mais pas beaucoup plus sûr. Ça dit une fois encore, hein, c'est pas pour dire que cette publication n'aurait pas dû être publiée. Il est important qu'il en reste une trace, mais ça veut dire que c'est simplement une hypothèse qui aurait dû être vérifiée par la suite. Et c'est là qu'on va en arriver au problème de ce qu'on peut appeler une confirmation d'un résultat expérimental. Là, je reviens à l'exemple de notre astrologue. Il a fait une comparaison sur plusieurs sites de cancer
chez les gens qui ont le signe astrologique du cancer. Il a trouvé des résultats significatifs, mais peut-être pas très probants. Et il a réussi à convaincre des collègues d'autres pays de refaire la même étude. Et voilà, maintenant, on a des résultats sur 4 études différentes sur le même protocole, où on voit que, de nouveau, on a des résultats significatifs dans les autres sites. Mais enfin voilà, est-ce que c'est des résultats significatifs, vraiment significatifs ou pas? Une fois encore, synthèse de Bonferroni, procédure FDR, on ne le sait pas. Et c'est là du coup que malheureusement, comme la plupart des publications en restent à cet état, que ça se prête un peu à tout type d'interprétation. Les statisticiens purs et durs, ils vous diront, moi je vois ça, j'ai aucune cohérence entre les différents sites, j'ai des effets positifs ou négatifs répartis à 50-50. Quand je fais la moyenne, il n'y a aucune l'effet moyen sur chaque cancer n'est significatif pour aucun d'entre eux. Donc pour les statisticiens, ces tests-là, ça démontre qu'il n'y a aucun effet de signe astrologique sur le cancer. Maintenant, les astrologues, ils sont quand même tentés de mettre en avant le fait qu'il y a quand même 2 types de cancers pour lesquels il y a des résultats significatifs dans des endroits différents. À mon avis, ils ne lâcheront pas le morceau tout de suite. Alors là, bon, on plaisante en présentant ça comme travaux d'astrologie. C'est clair que ça ne passerait pas tel quel si c'était présenté comme des travaux d'astrologie. Mais le tableau de chiffres qui est là, il provient d'une publication tout à fait réelle sur des liaisons éventuelles entre exposition pesticides domestiques et certains types de cancers. Et la conclusion de cette publication, c'était bien qu'il y avait des effets significatifs. Et ça publié dans une très bonne revue. Hein. Donc une fois encore, la question, c'est pas de dire que cette publication était mauvaise, c'est juste qu'effectivement, il était intéressant de la publier, mais qu'à elle seule, elle ne prouve rien tant qu'elle n'a pas été confirmée correctement, et en particulier, là, en l'occurrence, sur une analyse multisite, une vraie confirmation, c'est 2 sites différents où on trouve exactement le même résultat. C'est pas 2 sites où on trouve des résultats significatifs dans les 2, mais des résultats différents. Donc, voilà, du coup, finalement, on a tout dit. Hein, le problème de la confirmation en fait, des publications scientifiques est un problème complexe qui demanderait à être piloté et qui, en pratique, on va le voir, ne l'est pas vraiment. Ça nous amène du coup au deuxième sujet qui est la crise de reproductibilité de la recherche. Pour commencer, du coup, je pense que les questions qu'on a vues précédemment, ça devrait permettre de revenir un peu sur l'idée reçue qu'on a souvent. Bien entendu, il y a des revues scientifiques de très haut niveau qui ont de très hauts standards de qualité, mais même chez elles, ça ne veut pas dire qu'une publication scientifique isolée est une vérité révélée qui peut être remise en cause par personne. En fait, le contrôle par les pairs dans les revues, même de plus haut niveau, ça ne garantit pas une véracité à 100% des résultats présentés. Ça garantit bien entendu que les chercheurs ont travaillé avec les meilleures méthodes reconnues scientifiquement, que l'analyse statistique démontre que les résultats qu'ils présentent ont une très forte plausibilité. Et surtout, ce qui est essentiel dans ce type de publication, c'est que le protocole expérimental a été décrit de façon suffisamment précise pour que des chercheurs qui chercheraient à contester leur hypothèse puissent reproduire leur expérience et vérifier s'ils obtiennent bien les mêmes résultats. La vraie garantie des revues scientifiques, c'est bien celle-là. C'est pas une certitude sur les résultats présentés. Et c'est bien entendu le fondement même de la recherche. Du coup, en fait, on voit que la clé vraiment de la fiabilité de la presse scientifique, c'est bien en fait la capacité de réplication pour s'assurer que un résultat publié une fois est effectivement reproductible. Et c'est là qu'on bute quand même sur un problème lié au fonctionnement de la recherche, c'est qu'en pratique, un chercheur n'a aucun intérêt à reprendre à l'identique une publication qui a déjà été réalisée, que ce soit par lui-même ou par un autre. Parce que le but d'un chercheur, c'est de développer des connaissances nouvelles, c'est pas de reproduire le résultat d'un collègue, surtout si en plus effectivement il y a le même résultat, ça sera un travail qui sera considéré comme d'intérêt nul en termes de recherche, qui sera jamais accepté en publication scientifique et qui du coup desservira les intérêts du chercheur finalement dans son évaluation. Et la conséquence de tout ça, c'est que finalement les revues scientifiques ont tendance à devenir un peu une accumulation de résultats significatifs non confirmés. C'est révélateur de toute façon sur toutes les publications qu'on a citées précédemment, où dans les conclusions, il est toujours marqué à la fin que ces résultats sont intéressants mais doivent bien être approfondis, sauf qu'en pratique, on l'a vu, ils ne sont jamais reconfirmés par les mêmes auteurs sur un protocole identique, c'est toujours un protocole différent et qui en fait est difficile à comparer et à prendre vraiment comme preuve de confirmation parfaite du résultat initial. Alors là on donne un peu l'impression finalement qu'on
que cette fois, contrairement à pas mal d'organes de presse, on discrédite la recherche au détriment des agences sanitaires pour donner des excuses, mais en fait, c'est vraiment un problème qui est pris en compte de façon très sérieuse par les milieux de la recherche. Il y a un épidémiologiste américain qui travaille beaucoup sur l'évaluation de la recherche, justement, qui s'appelle Johnny Ioannidis, qui avait publié il y a 15 ans déjà un article qui a fait beaucoup de bruit, intitulé « Pourquoi la plupart des résultats de recherche sont faux ». Ça paraît un peu provoquant comme formulation, mais ça s'appuie quand même vraiment sur une réalité très concrète. C'est que sur les quelques tentatives qu'il y a eu de réplication systématique de publications importantes sur des sujets controversés, moins de la moitié de ces publications ont pu être répétées à l'identique par les chercheurs qui ont essayé de les répliquer. Donc, ça ne veut pas dire forcément qu'elles sont complètement fausses, mais ça montre en tout cas qu'il y a vraiment un problème de répétabilité et donc de certitude sur les affirmations qui étaient contenues dans ces publications. Et ça ne peut que être confirmé à de nombreuses reprises sur d'autres sujets, qui fait l'objet de travaux approfondis des spécialistes de l'évaluation des sciences et de l'épistémiologie. J'ai mis sur la gauche les coordonnées d'un rapport, vous avez le lien sur la diapo qui sera disponible après la conférence. C'est vraiment un sujet qui est pris très au sérieux par les chercheurs eux-mêmes. Il y a vraiment actuellement un problème de manque de réplication réelle des résultats de la recherche, qui fait qu'effectivement on ne peut pas se fier à une publication isolée. En plus de ce problème de répétabilité, il y a aussi des difficultés scientifiques liées à l'interprétation des études épidémiologiques en particulier. C'est-à-dire c'est un domaine, l'épidémiologie, qui repose beaucoup sur des méthodes statistiques très complexes, où en fait on fait des études observationnelles, c'est-à-dire on n'intervient pas sur la population qu'on suit, on fait le bilan de tous les facteurs potentiellement dangereux ou favorables à la santé auxquels ils sont exposés, et on fait après des analyses statistiques sophistiquées pour identifier l'effet de ces différents facteurs. C'est particulièrement frappant dans le domaine de la nutrition, où donc on suit des populations sur le long terme, on suit leur alimentation et on regarde s'il y a le risque de cancer, par exemple, dépend de l'alimentation qu'ils ont consommée. Et en fait, tout ça, ça repose en fait sur beaucoup de facteurs qui sont extrêmement corrélés entre eux. Parce qu'on sait très bien que les personnes qui sont attentives à leur santé font attention à la fois, bien sûr, les recommandations classiques, consommer plus de fruits, consommer moins de viande, consommer moins d'alcool, de tabac. Et du coup, en fait, tous ces facteurs sont tellement corrélés entre eux qu'il faut des analyses statistiques très sophistiquées pour évaluer l'effet d'un facteur. Et plus ces données s'accumulent, plus on se rend compte qu'il y a quand même un peu des doutes à avoir sur l'efficacité des procédures de redressement statistique qui permettent vraiment d'isoler l'effet d'un facteur. Ça aussi, c'est un sujet sur lequel Johnny Ioannidis a émis des recommandations très fortes pour améliorer les méthodes en épidémiologie. Plus modestement, au niveau de l'Académie, on a publié récemment une étude de cas sur une cohorte française qui est suivie pour l'alimentation sur la santé. Une fois encore, si on fait un peu le bilan des différentes publications qu'il y a eu sur cette même cohorte, on voit que les forts consommateurs de bio ont un risque de cancer réduit de 25%. Dans une autre publication, on trouve un risque lié aux aliments ultra transformés, puisque les faibles consommateurs d'aliments ultra transformés ont un risque de cancer réduit de 20%. Les faibles consommateurs de viande rouge, dans une autre publication, ont un risque réduit de 24%. Si on fait le bilan de tout ça, si vraiment ces résultats étaient vraiment l'effet isolé de chacun de ces facteurs, logiquement, les végétariens qui mangent bio, on ne voit pas comment ils pourraient avoir un cancer un jour. Et bon, ça paraît quand même pas très très crédible. Donc clairement, il y a des problèmes de méthodes statistiques qu'il faudrait améliorer et reprendre de façon un peu plus approfondie pour assurer la validité de ces résultats. Donc tout ça, ça va dans le sens où en fait, une fois encore, l'objectif c'est pas de mettre un doute systématique sur les publications scientifiques, c'est bien de pointer le fait que clairement les mécanismes de la recherche de publications scientifiques font que les publications disponibles, même dans les meilleures revues, c'est quand même une matière première qui doit être interprétée quand on cherche à en faire une interprétation sanitaire, en particulier avoir une décision de type oui non, je maintiens ou non l'autorisation d'un produit. On ne peut pas prendre au pied de la lettre toutes les publications qui sortent, même dans les meilleures revues. Il est nécessaire vraiment de les mettre en perspective et pour certaines, du coup, de considérer qu'elles ne sont pas assez confirmées pour ça. C'est pour ça qu'il faut être quand même attentif à des dérives qu'on observe un peu dans la presse, où on parle facilement un peu de fabrique du doute chaque fois que des auteurs ou des agences sanitaires
mettent en doute une publication qui est sortie sur les effets sanitaires de produits, attention, il ne faut pas oublier que le doute fait vraiment bien partie de la démarche scientifique et qu'il faut s'en tenir aux arguments purement scientifiques et éviter un peu les procès d'intention qui viseraient à empêcher toute remise en cause de publications publiées. Là, c'est d'autant plus gênant que sur l'exemple qu'on montre, l'auteur était un des auteurs d'une publication scientifique qu'on a vu précédemment. Je pense que voilà, il faut rester équilibré et accepter que une publication, même dans une excellente revue, puisse être soumise à un doute, y compris par les agences. Dernier point, celui un peu de la façon dont la réglementation peut involontairement compliquer ces débats. On a évoqué tout à l'heure le fait que pour les pesticides, on est passé récemment à une réglementation basée sur le danger. C'est-à-dire que c'est en fait, depuis le règlement européen 1107/2009, on considère qu'une molécule pesticide pour laquelle on a un danger de cancérogénèse probable ou un danger de perturbation endocrinienne probable ne peut plus être autorisé, alors que précédemment, c'était seulement s'il y avait un risque identifié. Alors, je ne reviendrai pas sur les questions qui ont motivé cette décision, c'est une décision raisonnable sur le principe, parce que c'est vrai que le risque de perturbation endocrinienne ou de produits cancérigènes, d'effets cancérogènes, est quand même compliqué à mettre à démontrer, et que ça pourrait du coup inciter à laisser échapper des dangers mal contrôlés. Donc il ne s'agit pas de remettre en cause ce principe, mais le problème c'est qu'on n'en a pas assez pesé du coup les conséquences réglementaires, et en particulier sur la réglementation antérieure. Parce que du coup, donc, il suffit donc maintenant de preuves suffisantes de cancérogénicité en termes de danger pour interdire un produit phytosanitaire. Donc, si on remonte maintenant au texte réglementaire qui définisse les preuves suffisantes de cancérogénicité, c'est un texte de 2008, donc qui est antérieur au texte de 2009 qu'on évoquait, et qui dit que pour établir un lien de causalité, il suffit d'avoir en fait deux résultats démontrant soit un risque, soit un danger chez deux espèces animales, deux études sur une même espèce, ou même simplement un résultat sur les deux sexes d'une même espèce dans une expérimentation. Donc on voit qu'en nombre de références, ça fait quand même pas beaucoup qui est demandé. Si on regarde ce qu'on appelle un lien de causalité significatif, c'est une fois encore juste, il suffit d'avoir obtenu une liaison significative à 5% entre l'exposition à l'agent étudié et une incidence accrue de tumeurs. Donc, compte tenu de tout ce qu'on a vu, on voit bien que finalement, avec ces critères-là du règlement donc, de 2008, si on le prend à la lettre, il suffit, à partir du moment où on a 40 études qui ont été réalisées sur un produit, on est sûr d'avoir nos deux résultats significatifs à 5% qui démontrent un danger. Donc, du coup, voilà, si on applique sans discernement le texte législatif dans leur état actuel, n'importe quel produit peut être classé comme présentant un danger de cancérogénèse probable. Alors, bien entendu, les agences sanitaires appliquent ces textes avec discernement, c'est-à-dire que, du coup, quand elles trouvent une publication isolée qui démontre un effet, elles ne la retiennent pas. Mais le problème, c'est que du coup, il n'y a aucune ligne directrice pour définir à quelles conditions on peut ou non éliminer une publication présentant un niveau de preuve insuffisant. Et du coup, par rapport à ça, c'est un peu une faille juridique qui est exploitée après par certains acteurs. On a ici un exemple d'une brochure qui a été publiée au plus fort des polémiques sur le glyphosate par une ONG environnementale autrichienne. Vous voyez le titre, c'est quand même assez agressif, puisque clairement, cette ONG accuse les agences sanitaires européennes d'être en collusion avec les industriels pour dissimuler les risques du glyphosate. Et pour ça, qu'est-ce qu'elles invoquent? Ce fameux règlement 1272/2008, qui, d'après elles, suffirait pour justifier l'interdiction du glyphosate. Et sur le plan juridique, elles ont parfaitement raison. Si on interprète le texte à la lettre, c'est elles qui ont raison, alors que, bien entendu, comme on l'a vu, même un site astrologique pourrait être considéré comme cancérogène si on applique ce texte à la lettre. Donc ça montre bien que quelque part, il y a aussi un effort à faire au niveau réglementaire pour bien prendre en compte toute la complexité en fait de l'évaluation des risques. Ce qui nous amène du coup un peu à nos conclusions pour dire un peu les principaux thèmes qu'il faut qu'on garde en tête pour notre séance plénière donc, qu'on organisera l'automne prochain. D'abord, l'essentiel, c'est de bien prendre conscience du fait qu'il est tout à fait normal que les chercheurs aient une interprétation différente des agences sanitaires à partir des mêmes données. C'est-à-dire leur différence de point de vue.
Et ça ne traduit pas un dysfonctionnement de l'un ou l'autre des acteurs. C'est bien que c'est deux logiques différentes qui ont des conclusions différentes à partir des mêmes données, en étant toutes les deux parfaitement légitimes. Et du coup, ce qui paraît important, c'est de bien assumer et même exprimer ces contradictions. Parce que si la tendance un peu des scientifiques, c'est aussi d'éviter toute forme de conflit, de nier un peu les oppositions. Et ça a un peu d'ailleurs, à mon sens, la faiblesse du rapport OPEXT. Quelque part, ils ont très bien analysé les différences de raisonnement entre le cirque et les autres agences en ce qui concerne le glyphosate. Mais en même temps, il n'y a aucune conclusion qu'on ait tirée pour savoir s'il y a un point de vue, quel point de vue finalement doit être pris en compte pour la prise de décision. Il y a pas mal de personnes qui ont laissé entendre, pas seulement l'OPEX, mais aussi des associations comme l'AFIS par exemple, qui habituellement est très vigilante sur les questions de communication scientifique, qui ont laissé croire que l'avis du cirque sur le glyphosate était compatible avec celui des agences sanitaires. En fait, c'est faux. Il y a au moins deux points de divergence essentiels qu'il faudra absolument trancher. C'est que d'une part, on l'a vu hein, sur l'animal, et le rapport OPEX l'a bien signalé, pour l'expérimentation sur l'animal, le cirque avait retenu dans son rapport des publications non conformes aux lignes directrices de l'OCDE, contrairement à toutes les agences. Il faudra bien quand même décider si on considère que ce type d'expérimentation peut être retenu. D'autre part, il a retenu des expérimentations, des études épidémiologiques sur l'homme, donc conditions d'exposition réalistes, ce qui veut dire que même si son avis officiellement ne porte que sur le danger, le cirque considère bien qu'il y a un risque et pas seulement un danger. Donc là aussi, il faudra quand même que quelque part que le législateur se positionne par rapport à ça pour dire s'il considère que c'est le cirque ou les autres agences qui ont raison, et si c'est le cirque, dans ce cas-là, implémenter du coup les notes de décision auprès des agences. Ce qui veut dire en conséquence, pas décider si on considère que le respect des lignes directrices de l'OCDE est nécessaire ou pas, et s'il faut modifier ou non ce fameux règlement 1272-2008. Donc voilà les principaux points qu'on va chercher à approfondir du coup dans cette séance future. Je suis désolé, je vois que finalement il ne reste pas beaucoup de temps pour les questions. Non, il ne reste pas beaucoup de temps pour les questions, mais je vous remercie beaucoup parce que je crois que c'était une excellente présentation qui nous a permis de comprendre combien c'était difficile. On sait combien les statistiques sont difficiles à interpréter, mais là, vous nous avez montré. Et vous avez mentionné votre publication. J'insiste un peu auprès des auditeurs. Si vous voulez en savoir un peu plus, vous pouvez retrouver cette publication de Philippe Stock sur le site de l'Académie, dans l'onglet publications, ce sont publiés dans les notes académiques de l'Académie d'agriculture, passées devant des évaluations par les pairs. Alors, et le lien est sur le diaporama d'ailleurs qui sera disponible sur le site. De toute façon. Parfait. Peut-être juste vous poser une ou deux questions, si Constant en a une, sinon je peux poser aussi la question posée par Brigitte Laquiès qui se demande pourquoi se référer au principe de précaution alors que nous sommes dans le problème de l'acceptation de seuil de risque. Mais vous avez déjà un peu abordé, enfin, à demi répondu. Oui, c'est vrai que les deux questions sont très liées forcément. Hein. Le principe de précaution ne peut jamais être absolu. Comme on le dit toujours, le risque zéro n'existe pas. Donc quelque part, le principe de précaution est quand même limité par la sensibilité des méthodes qu'on peut mettre en œuvre pour détecter un danger, et donc du coup le niveau de risque qu'on est obligé d'accepter. Alors, Constant ? Oui, si je me permets, c'est d'abord remercier la clarté de l'exposé. Hein, merci à Philippe Stock. Pour moi, tu as bien montré risque, danger, comment identifier. Tu as bien montré aussi cette forêt vierge des publications scientifiques. Aujourd'hui, pandémie avec la Covid-19, nombre de publications. On a bien senti que dans les médias, telle explication ou telle autre explication s'appuyait sur le monde scientifique parce qu'on avait une telle recherche pouvait dire tel risque, telle possibilité de développement, etc. Alors, ma question est que dans un cadre de cette Covid-19, dans une autre pandémie, qu'est-ce qu'on devrait avoir comme, je dirais, besoin
hein, qu'est-ce qui permet de dire, voilà, où nous nous situons, comment avoir un raisonnement accepté, avoir des explications qui soient justement relativement certaines, avec tout bien sûr les risques de statistiques dont on a parlé. Voilà. Donc ma question est un peu une question d'actualité. Comment toi, Philippe, avec ton analyse, alors tu vas me dire c'est le règlement, c'est la législation. Je te demande, là, on est en situation de pandémie. Comment devrait-on réagir et comment on devrait mieux expliquer aux populations ce qui se passe? C'était une vaste question. Alors, c'est vrai que dans le cas du Covid, on a une situation scientifique différente de celle qu'on évoquait là pour les pesticides, parce que là, on a un virus complètement nouveau auquel il faut arriver à réagir très rapidement sans avoir les connaissances nécessaires en fait sur les paramètres de l'épidémiologie. Il y a eu beaucoup de débats en début de la mise en place des politiques de confinement sur les fameux modèles d'aplatissement de la courbe pour décider s'il fallait confiner ou pas les populations ou plutôt laisser l'immunité collective se faire. On sait que c'était tranché presque partout dans le monde, sauf en Suède, sur l'idée de confiner. Je pense que le débat, justement, avait été posé de façon relativement correcte sur le plan scientifique. Toute la difficulté, là, on a un modèle dont on sait qui marche de façon générale pour les maladies virales. La difficulté, c'est que pour ce virus précisément, on ne connaissait pas encore les paramètres de ce modèle. Et du coup, ça illustre un peu une difficulté qu'il faut avoir en tête, c'est que même si on a le cadre théorique de modélisation qui permet d'émettre un avis scientifique, il peut arriver que d'un point de vue pratique, on n'ait pas les paramètres qui vont permettre à ce modèle de marcher correctement. Et là, c'était typiquement le cas pour le Covid. Il fallait prendre une décision, en fait, avant de pouvoir utiliser vraiment ce modèle de façon sûre. Tous les débats qu'il y a eu, qui je pense ont été relativement bien expliqués. Après, c'est typiquement aussi le sujet sur lequel il ne faut pas perdre la notion de risque et de bénéfice. C'est un débat qui a clairement été occulté par un chercheur célèbre à propos de la chloroquine. Il ne faut pas se jeter sur la première piste qui semble avoir donné des résultats satisfaisants, alors qu'on sait par ailleurs aussi que c'est un produit qui peut avoir des effets secondaires qui sont déjà parfaitement identifiés et connus quand même pour être assez considérables. Il y a un équilibre à prendre. Il faut accepter aussi que voilà, la vraie science ne peut pas répondre du jour au lendemain à des questions complètement nouvelles. Il faut accepter de prendre le temps et surtout d'avoir la rigueur nécessaire pour avoir des réponses vraiment fiables. Ce qui nous ramène du coup à la conclusion finale de notre exposé, c'est que de toute façon, c'est bien la rigueur scientifique qui permet de protéger le mieux la santé et pas la précipitation, les orientations fixées des fois par certains chercheurs un peu trop médiatiques. Merci beaucoup Philippe. Je pense que nous sommes obligés de nous arrêter là. Parfait, ça. Donc merci, nous attendrons la séance et puis nous donnons rendez-vous aux éditeurs pour dans une petite demi-heure la deuxième conférence avec Christian Lévesque. Merci Philippe. Merci à vous.